Tony a parlé d'une recherche dans laquelle Jacques a été impliqué. Il nous a impliqués, en fait, Grégard, Patrice et d'autres personnes qui étaient impliquées. Et Jacques avait décidé de s'investir dans le projet quantitatif. Et ce n'était pas sa tasse de thé, les statistiques, ça je peux vous le dire tout de suite. Grégard pourrait en témoigner. Mais il a néanmoins, par générosité, il dit OK, on s'embarque là-dedans parce qu'il savait que c'était un projet important pour le crime aussi, parce qu'on travaillait dans une équipe internationale. Valéria était tout à fait également partie de cette équipe-là plus tard. Donc, ça a été. Puis je dirais que, honnêtement, je pense que s'il y avait eu le choix, il n'aurait jamais fait cette étude-là quantitative parce qu'il il préférait le travail détaillé d'entrevue, comme Tony l'a exploré, comme Paul le dit et comme Gilles l'a mentionné. Et je pense que on voit bien, en tout cas, il y a un trait commun dans les trois présentations, c'est cette idée-là du détail, de travail de finesse, hein, jamais rien prendre pour acquis, mais toujours lié à un cadre théorique solide. Et je pense que les trois témoignages l'ont bien illustré. Je pense qu'on va passer à la période de questions. Et je vais commencer par les gens ici dans la salle, mais je ne sais pas si on pouvait ouvrir les gens, s'ils veulent lever la main et poser une question. Vous allez voir affiché. Et OK. puis, s'il y a des questions dans le chat, je peux. OK, donc on va commencer par prendre les questions ici, mais les gens qui sont en ligne, si vous voulez intervenir, vous avez juste à lever la main et vous allez pouvoir intervenir ou encore aller sur le chat. Donc, la parole est à vous. Well, I just want to, also, reiterate what both Paul and Tony said, that, Jacques, and as well as the collaborators on any of these international comparative research on multinational corporations, I think was really important for helping everyone rethink about exactly what capital is doing, right, and how it's actually doing it. And I think so much of sort of early thinking about how governments or how the left should deal with multinational corporations was thinking about simply making sure that we tried to either tax them, and if you didn't tax them, they would simply leave, right? Well, as it turned out, of course, corporations are far more sophisticated than that. It's not just about taxation. It's about whether they have subsidiaries, whether they can do temporary agencies, whether they can work through third-party agencies, how they create offshoring or insourcing or outsourcing, right? And in all those kinds of ways that, through the development of either international HR teams or management teams, right? I think they show like corporations are far more sophisticated and have lots of different ways to make profits around the world and internationally as well, right? And then I think, reading that work, that was like an eye opener for me, right? Coming from, a pipeliner, thinking about, corporations are bad and bad news, but I realized how bad news they really were, right? Because they had so many different kinds of tentacles. And I think that was really, really worthwhile. And then to tie that in to say, look, you can use different HR practices for different component parts of your workforce, right? Wherever you need to have high value work, you can make sure that you have highly paid professionals and you can keep them unionized and you can keep them happy. But you can find all kinds of ways to save your costs, even amongst your professionals. But you can also find lots of ways to flexibilize your entire global workforce as a way to try to continue to expand and grab market share. And I think this is tremendously important. In terms of future research about how to sort of think, what I think was missing in some of this, of course, was financialization, which is one of my little areas of expertise. You mentioned that there's an international network of HR managers. Well, there's now international networks of financialization and accountant managers in each of these global multinational firms, all counting about how to use different kinds of money and making sure each of those divisions make more and more cash for shareholders. And I think this is one of the sort of a huge kind of development, which leads to all these kinds of things that Paul have talked about. Neo-villainy. Well, neo-villainy hasn't just sort of developed simply with the technology. It's developed with financial pressures that have developed inside these corporations and the new kinds of tools and techniques that are there. And then lastly, I think in terms of new areas of research, what was often missing in this is that corporations are also political actors, and they're major political actors. And as they've grown, they become even more political actors because they now have the resources and the capacity to be political actors to get what they want, where they want, when they want.
And I think in terms of moving that kind of international comparative research, looking at how financialization has begun to change the nature of management, subsidiaries, and corporate operation, looking at how financialization has given those corporations even more political resources, more political power to actually transform the nature of work and create even more variations of neoliberalism. I think those are sort of areas that I think we need to look at more seriously. Merci, Peter. Grégoire, tu avais une question? Yeah, I'll just first a comment because you've all remarked on Jacques' ability to observe, his interest in ethnography, and I've recounted this before, but he said he learned this from his grandfather. And Jacques comes from an agricultural background, so they were living on a farm in Bellechasse. And his grandfather, when he was older, would sit on the balcony, and Jacques would be sitting there with him. And in the morning, he'd say, "Ah, there goes Germaine." And then later on in the afternoon, he'd say, "Ah, Germaine is back." And Jacques had this ability to observe. And a patient observation, and I see Heather Connolly is on the line as well. They call it slow comparative research. And that was really something that was typical of Jacques, to engage in this slow comparative research. But he also came from an agricultural background. So you can't watch the crop rot. And Jacques was very good at pushing all of us to say, okay, we've talked about this enough. What are we going to do about it? And that was really, really, really good to push us forward in saying, okay. And Tony's story of the moose, and I wasn't sure, Tony, whether it was eating all the moose or leaving some for the winter, but whatever. and the other thing I'll say is that Jacques was very self-critical, self-reflective, and in the most interesting ways. And this leads to a question. The other bit of the anecdote, he was so self-reflective that he was so terrible on the farm that his parents sent him to seminary because he had no practical manual skills that were worthwhile on the farm, other than to ask, is growing strawberries really worthwhile? Which is something you don't ask on a farm. And in the seminary, he was self-reflective and critical, which took him off into industrial relations and sociology. And my question for Paul Edwards and Tony and Gilles, and it's unfair, but Jacques was sufficiently self-critical, would say, what did we get wrong? What did we, and maybe it wasn't wrong, but what did we overestimate or underestimate? Because we heard a bit about what was original, but I'm also interested to think what you would think Jacques would say today, and saying, yeah, we really overestimated that, or we didn't quite get that right. Unfair question, but I'm interested in responses. Did you want a response from me at this point? Yes, I would. Okay. Yes. Yeah, and one initial comment was, alongside Jacques' self-criticism, he also had an enormous boyish enthusiasm for new ideas, which helped to develop them. So certainly when I was working with him on the paper I mentioned, the 2006 paper, that was an attempt to say, what don't we know? How do we put things together? And Jacques had a great enthusiasm for doing that. In terms of what we've missed, I think he'd always wanted to dig a little bit more deeply into what we've explained things with. So in industrial relations, we used to explain what was going on in terms of labour markets and product markets. We then added financial circumstances. I mentioned in passing issues of workers' labour market transitions. I think Jacques might have thought it important to do that. As Tony said, if we're looking at managers and how they're acting as global actors, what are their career paths like? Where have they come from? Where are they going to? What are they doing? How far are they treating their role in one company as devoted to that company as compared to something else? So I think Jacques would have wanted to do even more intense, careful, longitudinal, observational study of real people, studying what, as Tony said,
what they actually do. Thank you, Paul. Tony? I might address the question that Paul raised in the chat, which I don't know if everyone in the room can necessarily see, but it was basically, did business school scholars pay any attention to an IR approach? And you know, that's a good question. And if the purpose in raising it is a suggestion that maybe they didn't, then I would struggle to counter that very strongly, I think. But I think there has been some. I think the politics of the multinational does feature in more mainstream work than was the case 2 decades ago, and at least in part that's to do, I think, with the study of ABB. It was able to be related to the classic texts or two extremely well-known authors who talked about ABB. It was on their territory. Now, of course, it's difficult to establish cause and effect, and how much of what happens in the mainstream is due to that particular study. But I would contend that it did have some. I suppose on reflection, rather than calling it a lasting impact, that on the final slide, I might have used the phrase lasting relevance, in that I think that, as I said at the end, the lessons of Jacques' work and the approach that Jacques took has never been more relevant than it is today. The impact, I suppose, is a bit more difficult to quantify. Gilles, est-ce que tu veux intervenir sur la question de Grégoire? Oui, puis je voudrais élargir un peu la recette du travail de Jacques qui interroge tout. Je crois que Jacques s'est complètement préoccupé par le comportement national, leur évolution, leur capacité d'influencer, notamment la régulation du travail et tout ça. Et Jacques serait à la recherche d'une façon de les comprendre. Jacques avait son réflexe scientifique, son ancrage théorique. Jacques observait, pour le faire ressortir, il observait les acteurs, de 7 acteurs de l'intérieur, en interrogeant les différents intervenants à l'intérieur. Mais Jacques était aussi à la recherche d'une collaboration plus large pour comprendre davantage, pour élargir. Et c'est ça qui était tellement intéressant chez Jacques, parce que Grégoire faisait ressortir ses origines, qui étaient toujours présentes dans sa réflexion. Et à partir de là, cette ouverture à d'autres méthodes d'observation et de réflexion alentour du même objet. Et ça m'amène à questionner cette approche multidisciplinaire à laquelle Jacques était très ouvert, mais qui supposait, et puis là, c'est intéressant de voir, d'entendre les témoignages de Tony et Paul. Il était dans une équipe qui partageait la même méthode d'observation, donc les mêmes paradigmes scientifiques. Mais quand vient le temps de regarder de façon plus large le comportement d'un acteur comme une multinationale, on a besoin de plus qu'une seule dimension d'observation. Et c'est là que la recherche multidisciplinaire, l'ouverture à d'autres démarches scientifiques intervient et devient nécessaire et intéressant. Jacques était ouvert à ça. Mais il y a un a priori auquel on a été confronté, parce que c'était vraiment ce que nous avons fait, Jacques et moi. Je suis juriste. Jacques est essentiellement quelqu'un de sciences sociales, de sociologie, un empiriste. Je ne le suis pas. On n'a pas des cadres théoriques similaires, mais on a des cadres théoriques complémentaires. Et
cette recherche-là que nous avons conduite ensemble nous a personnellement amené, et c'est là où j'en ai arrivé, à faire confiance à l'autre. Quand Jacques ancrait notre réflexion dans, par exemple, la littérature sur les multinationales et leur comportement, ou encore la littérature sur la diversité du capitalisme, ce n'est pas un cadre théorique que moi je possédais. Et quand je parlais à Jacques des sources du cadre réglementaire, des sources du droit qui forment le cadre réglementaire, c'est Jacques ne possédait pas, comprenait, pouvait m'amener plus loin dans ma réflexion. Et ce n'était pas son cadre théorique. Et c'est la combinaison de ces deux cadres théoriques qui nous permettait d'aller plus loin dans notre observation. Et ça nous amenait, et ça m'a amené à faire confiance entièrement à l'autre, à Jacques, et vice-versa. Et c'est ça que j'ai découvert avec découvert et avec réalité à laquelle j'ai été confronté comme en faisant cette recherche avec Jacques, c'est que pour amener plus loin notre réflexion complémentaire, il fallait que je fasse confiance à Jacques complètement. Sur quand il affirmait que notre réflexion était ancrée dans un cadre théorique que lui possédait et qui mettait en contribution dans notre recherche. Et c'est une dimension de la recherche que j'ai découverte avec Jacques qui amène une certaine interrogation sur cette possibilité de recherche multidisciplinaire. C'est que avec Jacques, c'était tellement facile et c'était tellement complet. C'était cette confiance dans la capacité de réflexion théorique de l'autre, de faire confiance à un point tel que je ne cherchais pas à moi m'approprier son cadre théorique. Je le prenais comme contribution à lui. Et ça, du moins dans ma perspective de recherche, quand je faisais une recherche avec des juristes ou tout seul, je possédais tous les éléments du cadre théorique et des éléments et toutes les étapes de la recherche. Alors que avec Jacques, c'était deux cadres théoriques différents qu'on mettait en complémentarité sans nécessairement chercher à s'approprier complètement l'autre et en faisant confiance à l'autre. Et je pense que c'est ça qui nous a amené beaucoup plus loin dans notre recherche que si on était demeurés tous les deux dans nos disciplines sans mettre ensemble. Merci. Et je pense que ça sera encore, que c'est d'autant plus nécessaire, cette intégration de différents cadres théoriques dans une même recherche pour chercher à comprendre le comportement tellement complexe et multifacette d'un acteur comme la communication. Merci, Gilles. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir à ce stade-ci? Ça fait 2 jours, je ne vois pas personne, il n'y a personne dans le chat, il n'y a personne qui lève la main ici. Julie? Oui, peut-être juste pour participer à la conversation, parce qu'elle donne beaucoup de sens, cette conversation qu'on a ce matin. Pour moi, qui ai commencé à travailler ma thèse avec Jacques avant qu'il décède. Et juste une anecdote, quand je l'ai rencontré la première fois pour l'approcher, pour me diriger, j'étais bien impressionnée, j'étais un peu intimidée par ses travaux et par l'homme, et parce qu'il le représentait aux relations industrielles. Et il m'a passé en entrevue. Donc, j'arrivais. Et les questions qu'il m'a posées, je ne les comprenais pas à ce moment-là, mais maintenant, je les comprends. Il m'a demandé, vous pouvez connaître aussi le personnage
quand il se proposait au goût, Madame Garneau, est-ce que vous aimez boire du mauvais café? Et là, moi, j'arrivais, j'étais vraiment, je ne savais pas quoi comprendre. Et après, bon, il a vu mon malaise, puis il m'a dit, non, mais parce qu'il va falloir en boire du mauvais café. Il va falloir s'asseoir, observer. Le café, il va être froid. Il faut quand même le boire parce que on est en train de se fondre dans un lieu. Donc, il faut boire du mauvais café. Donc, maintenant, je comprends ce souci-là de l'observation. Besoin d'être là dans le temps, d'être là dans la minutie, de prendre des détails. L'autre question qu'il m'a posée, c'est est-ce que vous écrivez bien, Madame Garneau? Alors là, moi, je ne savais pas quoi répondre. J'ai dit, ben, c'est difficile pour moi de juger ma propre écriture, mais j'ai dit, j'aime écrire. Puis là, il me dit, ah, voilà, ça c'était la bonne réponse finalement. Le besoin d'écrire des longs narratifs, d'écrire dans les détails. Donc, c'est un peu ça qu'il cherchait à voir. Puis, j'ai aimé aussi, Christian, quand tu as parlé du microscope et du télescope, parce que c'est vraiment ça, mon projet. On voulait vraiment aller voir des cas d'expérimentation. On voulait vraiment entrer dans les détails de l'action des acteurs. Puis là, au départ, mon projet était comparatif. Donc, on voulait mettre le Danemark et le Québec comme deux régimes hybrides. Hein? Et quelles ressources cette hybridité procurait aux acteurs pour agir? Donc, et là, je vois vraiment, c'était vraiment ça qu'on faisait. On faisait du microscope, du télescope. Donc, pour moi, ça donne un grand sens ce matin. Puis, je reviens aussi à un texte peut-être qui est encore utile dans ma tête, là. C'est le texte en 91, la production sociale des normes de production. Puis aujourd'hui, je me demande, quelle est encore cette zone de production sociale des travailleurs dans un contexte de gestion algorithmique? Puis, ça me pose aussi la question, qu'est-ce qu'on n'a pas vu peut-être à travers le temps? Est-ce qu'on a vu cette frontière-là se rétrécir? Donc, le longitudinal, pour moi, est important dans ce sens-là pour essayer de dégager une tendance. Alors, voilà ce qui... Donc, ça me nourrit encore pour continuer de dire comment on peut faire vivre ces travaux encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore des choses à aller voir là-dedans. Merci, Julie. Et je dois avouer qu'elle a bien appris de Jacques parce que dans sa thèse, c'est peut-être une des thèses que j'ai lues où elle n'a pas énormément de données, mais elle exploite ces données de manière absolument incroyable. Et ceux qui s'intéressent au cas danois, je trouve qu'elle a fait un travail absolument exceptionnel. Elle a fait ce que Jacques aurait fait. Elle est allée habiter au Danemark pendant 1 an avec sa famille, puis elle a fait son terrain là-bas. Et donc, je pense que tu as bien appris, de Jacques. Et ça se reflète dans la qualité de ta thèse, la qualité de ton travail. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir. Oui, Valéria. Thank you. Well, yeah, I mean, just very quickly, and I would like really to also say how much, Jacques influenced, although was the very kind of, well, we had a possibility to meet each other when I was at Warwick, and, at the end, we also had a possibility to start writing something together, and he really had a big impact on the way in which, you were mentioning this idea of looking specifically at what is happening and trying to understand. And in fact, what we have been engaging in doing is, kind of looking at what doesn't make distinctive a multinational company in comparison to others. And this remained in my head. And it remains actually, and I have to say thanks to Paul Eders as well, in our current work that we are doing in the gig economy. We are using, really in a kind of extremely a strong way, the kind of idea of embeddednesses of the technology. Paul mentioned I was just wondering if Jacques would have now been here among us, how he would have approached the study of, digital technologies and the rise of algorithm. So, this idea of the embeddedness is quite strong. And also, the fantastic work they've done with Paul on, these kind of developmental and control concerns. So, just to say that
I mean, as far as I'm concerned, I'm strongly using, theoretically speaking, the work. So thank you for doing that and giving to us as a community. Yeah. Merci Valérie. Et effectivement, il y a le texte que Paul et Jacques ont écrit en 2010. Il était parmi les premiers à introduire l'idée du consommateur comme étant un autre acteur à l'intérieur de la relation d'emploi. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de ça comme si c'était quelque chose de très nouveau, mais pensons-y, il y a 12 ans, Paul et Jacques avaient déjà mis le doigt sur cet élément-là fondamental. D'autres contributions? Mais quelqu'un qui voudrait intervenir? Ça fait 2 jours et demi, presque, qu'on parle de Better Work. Je ne sais pas comment Jacques aurait pris ce terme-là de Better Work, Better Society, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui sur cette problématique-là du Better Work et comment on peut arriver au cours des 2 ou 3 prochaines années à poursuivre notre agenda de recherche. Et j'aimerais entendre à la fois Tony et Paul sur cette question-là. Je sais que Paul, il m'a déjà écrit, il m'a dit, moi, j'étudie le travail, mais pas nécessairement la question du Better Work, mais j'aimerais quand même entendre Paul et Tony sur cette question-là. Comment on peut pousser, à partir de la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, comment on pourrait pousser notre agenda de recherche pour essayer de faire progresser ce lien entre Better Work et Better Society et permettre, en fait, de jumeler les deux. Paul, please. The theme from today would be not so much us having ideas from above, but Jacques was very concerned to understand real people and their environments. And the approach, therefore, would have been to try to understand what it is that people, workers want, and how we work with that in terms of some kind of engaged or critical conversation, and not saying that here's a best way forward. That's not much of an answer, but it's a kind of an approach. And it's something I've tried to, I think I've learned from Jacques, and I've certainly tried to develop in work with small firms, working with my colleague Mondoram. His approach is very much in that light, and trying to get a sense of where people are and what the realities are, and also the complexities of different environments, and what good work is, or what better work is for academics is a very different thing from what it is working in small factories or in Amazon warehouses. Is that an answer? I'm not sure, but it's an attempt. What do you think, Tony? Well, as I have done many times over the years, Paul, I agree with you. I think that the extension of the idea that Jacques thought it was important to document the world as it is or was, rather than as some would suppose it to be, imagine it to be, or hope it to be, was precisely what you've said, that we not only need to document the way it is, but we need to form that view in a way that looks at the way a range of actors see it, and trying to see it through a range of different lenses. So whether this is to do with seeing the world from below or above, or whether that's not quite the right analogy, I think that's absolutely the approach that Jacques would take to the issue of better work. And I think it maybe it's consistent with my phrase of following the story, that Jacques would not enter into analysis of better work with a solution formed already. He would look to form that through an iterative process of theorizing empirical work. And I think maybe that's the big lesson that we should take away from what Jacques would have said in relation to this question. Merci, Tony. Gilles, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? Jacques rechercherait d'ailleurs un petit travail je pense qu'il continuerait de rechercher quelles sont les caractéristiques de cette société
sachant que les sociétés sont diversifiées et que le travailleur et la production en place dans une société donnée, il rechercherait, c'est ce qu'il faisait. C'était l'aspect peut-être plus macroscopique. Il partait de ce qu'il observait pour tenter de le brancher, de le connecter avec les caractéristiques de la société dans laquelle il était et les caractéristiques spécifiques par rapport à l'ensemble plus large dans lequel la société s'inscrivait. Et que cette meilleure connexion peut permettre de tirer avantage des caractéristiques spécifiques et d'orienter le travail et l'organisation du travail et donc l'action des travailleurs et leur situation à l'intérieur de ces caractéristiques qui peuvent devenir aussi des avantages. Je pense que Jacques rechercherait, continuerait de rechercher peut-être encore plus aujourd'hui cette connexion entre l'organisation du travail et ce que la société peut faire par rapport à l'ensemble dans lequel la société. Merci, Gilles. Ça tire presque à la fin. Écoutez, j'ai beaucoup travaillé avec Jacques. Il a été mon directeur de thèse et je pense que ça va rejoindre beaucoup ce que Tony et Paul et Gilles viennent de dire. Je pense qu'il me dirait, Christian, prends rien pour acquis. Ne pense pas que l'autonomie est nécessairement une valeur absolue pour tout le monde. Assure-toi que tu vas aller voir ce que Paul dit, aller voir les travailleurs, qu'est-ce que les travailleurs recherchent. Pose-toi la question, ne donne pas la réponse aux travailleurs, pose-leur la question. Et donc, il y aurait évité d'avoir une perspective normative sur la question du better work. On va laisser le terrain nous parler et nous dire à quoi ça ressemble vraiment le better work. Je pense que ça serait un élément clé. Et quand on travaille sur ces questions-là de better work, on a souvent tendance à aller vers cette dimension normative-là. Je pense que Jacques, il nous ramènerait et dirait non, 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 allons voir le terrain, allons voir ce que les acteurs nous disent, et de là, on va pouvoir déterminer c'est quoi vraiment le better work. Je voudrais remercier Paul, Tony et Gilles, vraiment, vous avez fait des contributions fabuleuses. Ce qui est fantastique, c'est que ça va rester, parce que ça va aller sur le site web du CRIB, les gens vont pouvoir, ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui, vont pouvoir entendre vos témoignages et les questions qui ont été posées aussi, qui étaient vraiment de très haute qualité. Donc, je voudrais vraiment vous remercier d'avoir fait ça à distance. Ce n'est pas toujours évident. Et à ceux qui se sont présentés aussi aujourd'hui, je pense que ça a été, grâce à vous, une séance très, très réussie. Merci beaucoup.